Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre retour sur Ignite version Cloud Platform. Vous avez peut-être déjà vu notre retour Ignite version data, et vous avez sûrement remarqué aussi qu'on a beaucoup parlé d'IA pendant ce Ignite. Aujourd'hui, on va se focuser un peu moins sur ça, on va parler plus de compute, d'identité et d'autres trucs fun, un peu de réseau aussi. Mais je vais laisser la parole à Benoît et à Michel qui vont nous parler de tout ça. Messieurs, est-ce qu'on va enfin solutionner tous mes problèmes que j'ai sur la partie infra, réseau, identité? Racontez-moi, faites-moi rêver. Merci David. Donc Benoît Sautière, Senior Technical Officer chez Selenza depuis quelques années maintenant, en charge parce que j'appelle moi la plomberie. Donc je vais me focaliser sur ces sujets-là. Le premier d'entre eux, ce sera plutôt le compute. Et ce que j'ai repéré de tout de suite, c'est la Azure Function Flex qui est maintenant GA. Alors oui, Azure Function n'est pas un service nouveau en lui-même, il a presque 10 ans aujourd'hui. Par contre, son infrastructure sous-jacente commence à changer et apporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui vont solutionner beaucoup de problèmes techniques qu'on avait jusqu'à maintenant. Virtual Network Intégration par défaut. Il n'y a plus besoin de payer en plus pour ça. La possibilité de scaler de 0 à 1000 instances. Avant, on était beaucoup plus limité. D'avoir des instances dites en always ready. Et tout ça nous amène à réduire le phénomène de cold start qu'on a tous connu avec nos Azure Functions. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que pour nos Azure Functions, l'offre s'enrichit. On est parti de l'offre Consumption Plan historique, celle d'il y a 10 ans, Dedicated Plan qu'on a tous connu pour héberger des app service plans performants, pour arriver à du Dedicated Plan en ASE, peut utiliser à mon sens, le Flex, oui. Et enfin le Container Apps. Côté Container Apps, lui aussi le service n'est pas nouveau, mais l'Ignite nous a permis de découvrir des nouveautés qui arrivent sur ces sujets-là. La première d'entre elles, c'était le support de Private Link entre Container Apps et Front Door. L'intérêt ici, c'est la partie Private Link pour dire mon Container Apps n'est plus public, il est donc maintenant 100% privé. C'est encore en preview. C'est quelque chose qui manquait jusqu'à maintenant et qui va nous permettre de nous assurer que nos workloads n'ont plus besoin d'être exposés publiquement. Oui, et ça va dans la logique de Microsoft, du coup, puisqu'ils investissent beaucoup sur la partie front door et private link. Donc, on peut pressentir qu'on va avoir de plus en plus front door poussé pour le mode multi-région sur la partie exposition, finalement. C'est exact. Toujours côté Container App, une nouveauté qui arrive, c'est le support des GPU avec une caractéristique en serverless. On avait tous des Azure Functions qui étaient capables de fonctionner avec des GPU, oui, mais c'était forcément du dedicated plan, voire du premium. Ici, on sera capable d'avoir du GPU avec de la facturation à l'usage à la seconde. Donc, pour des scénarios, par exemple, IA par exemple. Beaucoup plus avantageux que les anciens scénarios parce que du coup, dans les anciens scénarios avec les plans les dedicated, c'était comme sur les app services où on payait le compute, même si on le consommait pas finalement, on avait réservé et donc on payait tout le temps. Alors que là, voilà, on avait du gaspillage. Voilà, là du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est plus flexible dans le cost optimization parce qu'on paye que à l'usage. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as passé un peu rapidement dessus, on n'a plus les problématiques de cold start. Qui était lié notamment du coup à la partie consumption, puisqu'il n'y avait rien de ready, on ne réservait pas, donc on devait attendre. Là, on réserve pas, mais c'est ready, et en plus on peut avoir des trucs un peu plus puissants, genre GPU, etc. Donc on a le meilleur des deux mondes finalement. C'est ça. Ouais, on peut commencer à imaginer des scénarios, on a des petits modèles de langage qu'on peut appeler à la demande et plus en réservation, où on peut avoir une meilleure gestion de coûts que si on les composait avec des services déjà managés. Et avec une sécurité accrue puisqu'on contrôle l'environnement de l'exécution du modèle. Tout ça, c'est très bien. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, pareil, tu es passé un petit peu vite. Tu as parlé d'intégration VNet, de réseau et ce genre de choses-là. Donc, juste pour se rappeler, avant mode consumption, comme c'était en consommation, on n'avait pas d'option pour gérer la configuration réseau et accéder à des endpoints privés avec nos fonctions. Là, maintenant, ce que tu nous dis finalement, c'est que comme on a un peu le meilleur des deux mondes, on a du consommé, mais finalement qui peut s'intégrer dans le réseau. C'est bien ça? J'ai bien compris? Tout à fait ça. Sans surcoût, dès le premier plan de facturation. Donc ça veut dire qu'on va définitivement tuer tout ce qui est fonction consommation de base, et puis les runbooks sont un petit peu en attente de disparaître finalement. Je pense que l'objectif de Microsoft, c'est de basculer ses clients de Consumption Plan, l'offre historique, vers Flex Consumption Plan. Après, pour Runbook, c'est une autre histoire, puisque le service, lui, est encore plus vieux côté Azure. Et finalement, quand on voit les performances que propose Flex aujourd'hui, la trajectoire, c'est migrer nos runbooks là-dedans. Si on a déjà des runbooks écrits en PowerShell Core 7.4,
c'est nativement disponible dans Flex. C'est presque prêt à être utilisé. Oui, bah, de toute façon, ils ont amorcé cette migration-là déjà quand ils ont parlé de. Enfin, pour rappel, donc Runbook Automation Account, c'était PowerShell et c'était Python. Dans la douleur, Python plus 2 et version 3 il y a quelques années finalement maintenant. Ce qui faisait que ça restait, c'est que c'était plus simple d'un point de vue admin, de mon point de vue, de faire un script qui s'exécutait là-dedans, mais finalement ils ont porté PowerShell dans les Azure Functions, si jamais on faisait pas de Python. Et maintenant, en plus, on a une meilleure intégration et des meilleures performances, parce que c'était aussi un des gros points faibles de Azure Automation, c'est que c'était pas hyper performant. Là, finalement, meilleure intégration réseau avec Flex, meilleure performance parce qu'on peut choisir un peu plus de trucs plus puissants. Donc finalement, on devrait migrer vers ça, quoi. C'est ta recommandation. Et la gestion des modules est peut-être un peu plus simple aussi. Elle est strictement identique pour moi. Je vois pas de quoi tu parles. Parfait. Et sur tous ces trucs compute, du coup, tu as encore d'autres trucs à nous raconter ou tu veux parler de réseau maintenant? J'ai encore du compute. Du compute, encore. Côté compute, depuis des années, on connaît tous Virtual Machine Scale Set, on le connaît dans AKS et d'autres services Azure. Et Microsoft a commencé à présenter une déclinaison. Ça s'appelle le Multi-Regio Compute Fleet. Et l'idée de base, c'est de dire je propose une offre de VM Scale Set à l'échelle de plusieurs régions. Ce qui va être intéressant avec ça, c'est de voir comment Microsoft va intégrer cette offre avec AKS pour nous permettre d'avoir des clusters AKS répartis entre plusieurs régions. Jusqu'à maintenant, c'était strictement impossible de le faire comme ça. Il fallait avoir 2 clusters et gérer 2 clusters différents par région. Ouais. Personnellement, j'ai hâte de voir comment ça va s'intégrer avec AKS. Ouais, c'est surtout si le control plane, ils arrivent à le faire multi-région. Ouais. C'est le but. C'est le but. On a des services Azure qui savent fonctionner dans ce mode-là. Je pense à du Cosmos DB. Donc, c'est pas infaisable. Oui. C'est pas le seul. C'est vrai, c'est pas le seul. Pour la partie compute. Parfait. Et ben parlons réseau maintenant alors. Allez, qui s'y colle? Je vais commencer. Côté réseau, j'ai repéré 3 sujets qui m'ont fait tilter. Bon, Azure Bastion Premium SKU n'est pas nouveau lui-même. Par contre, quelque chose qui est attendu très longtemps dans Azure Bastion, c'était le support de Private Only Bastion. Jusqu'à maintenant, Azure Bastion nécessitait une IP publique et chez beaucoup de nos clients, c'était un point de blocage, surtout par rapport à des offres concurrentes, pour citer CyberArk ou Alix. Maintenant, avec Private Bastion en SKU Premium, on est bien en capacité d'avoir un Bastion 100% privatisé. Donc, c'est une évolution intéressante que les clients devront regarder attentivement. Ouais, ça vient compléter leur version, aussi leur option aussi dans Azure Bastion Premium avec la partie enregistrement de session qui faisait qu'on n'était pas à même de répondre en concurrence équivalente par rapport à ce que tu disais, un CyberArk ou un Walix qui font eux l'enregistrement de session. Là maintenant, version Premium. Alors certes, on va payer plus cher, mais on va avoir l'enregistrement de session et le mode private. Alors, je ne sais pas si les deux sont compatibles ensemble pour le moment. Il y a juste un point, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être seule limitation, mais on la comprend. Si on passe en Azure Bastion Premium avec enregistrement de session, on ne peut plus utiliser le native client, puisque ça marche avec un storage account derrière pour enregistrer tout ça. Donc forcément, on a du mal à avoir des vidéos qui sont enregistrées dans un storage account quand on est sur notre machine locale. Et c'était bien ça le principe du native client qui faisait une espèce de tunnel entre notre machine et puis le bastion. Donc là, non, voilà. Ça peut se comprendre. Autre sujet qui a attiré mon attention, qu'on a vu dans un certain nombre de vidéos Ignite, c'est quelque chose qui s'appelle Network Security Perimeter. C'est un sujet purement pour les plombiers du cloud. Jusqu'à maintenant, on nous imposait, depuis quelques années, la privatisation des services Azure. Techniquement, c'est faisable individuellement, mais quand on commence à réfléchir à la très grande échelle, sécuriser un grand nombre de services Azure, ça devient très vite très compliqué. Il y a des problèmes de plomberie qui vont venir se poser. L'idée avec ce service, Microsoft nous dit, pas de problème, on va vous créer un firewall à grande échelle qui est capable de gérer des flux inbound, outbound pour des services pass Azure et de faire en sorte que justement, on puisse contrôler très précisément quels IP de ces services puissent communiquer avec d'autres, parce qu'on va les ajouter dans une sorte de bulle réseau. Pour l'instant, le service est encore annoncé en preview et il y a encore très peu de services compatibles. Cosmos DB en fait partie, je crois que KeyVault en fait partie, EventHub aussi en fait partie. Mais il faudra voir dans le temps comment ça va évoluer, parce que ça va être un vrai game changer de la manière dont on va sécuriser les environnements des consommateurs dans les mois et les années qui viennent. On va aller vers une simplification.
Oui, Ça va nous donner un control plane un peu centralisé pour cette gestion de flux, effectivement, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est un peu compliqué. Privatiser un service pass, bon, on va dire qu'on fait du private endpoint, très bien, et comme vous le savez, le private endpoint, il a une dépendance avec DNS, c'est pas toujours simple, surtout si on a des proxys qui font la séparation flux public, flux privé, là, ça casse un peu. Et puis, ce qu'on n'avait pas non plus avant, c'est qu'on disait que c'était privé, mais rappelez-vous, notre cher copain NSG ne filtrait pas les flux sur les private endpoints au début, donc ça a été résolu il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça devenait du coup encore plus gênant parce que un service pass, un private endpoint, potentiellement du coup un application security group, donc chaque objet, 3 trucs à gérer pour gérer les flux et le DNS. Un peu compliqué effectivement à gérer. Donc là, Ouais. si ta promesse est tenue, enfin la promesse de Microsoft est tenue, c'est un contrôle plane unique pour adresser tout ça. Ça devient intéressant et ça donne aussi une possibilité de visibilité un peu plus centrale qui est à ce jour toujours un manque parce que le modèle distribué c'est très très bien, mais l'observabilité en mode distribué c'est toujours plus compliqué. c'est ça. Pour finir, un sujet que je classe dans la catégorie divers, puisqu'il y a toujours une session où Microsoft annonce des sujets où c'est encore un peu à part, c'est un peu à la marge, c'est une initiative. Et cette année, j'ai retenu un sujet que ça s'appelle Hyperlight. Techniquement, c'est un projet open source de Microsoft qui s'est proposé d'instancier des micro-VM dans Azure. Alors, les micro-VM ont quelques avantages. Le premier d'entre eux, c'est un temps d'instanciation qui s'exprime en millisecondes. Donc, tout à l'heure, on parlait de call start, ça n'existe plus, et qui nous garantit une grande isolation entre les instances. Hmm. Techniquement, c'est encore très expérimental, puisque c'est uniquement partagé par Microsoft dans cette carte de vidéo aujourd'hui. Mais on voit ici le résultat concret de Microsoft dans l'adoption croissante de Rust pour améliorer la sécurité de ses produits, puisque c'est basé là-dessus. Et ça va être intéressant de voir comment Microsoft va intégrer cette mécanique des micro-VM dans différents services Azure, par exemple, pour faire des réponses dynamiques. On parlait tout à l'heure de front door tout à l'heure, pour faire de la transformation, pour faire de la réaction instantanée à un appel à une URL qui est arrivé sur front door, par exemple. Voilà les sujets que j'avais retenus, moi, de l'Ignite, Mhm. hors des sujets IA. Hors sujet IA. Néanmoins, hors sujet IA, malheureusement, enfin, dans la bonne nouvelle pour les sujets IA, c'est qu'avec les évolutions des services de compute dont tu as parlé, hein, les services d'IA, on les appelle avec des bouts d'application qui s'exécutent sur des bouts de compute. Et donc, du coup, ce que tu es en train de nous dire avec les évolutions de compute, c'est qu'on pourra encore mieux utiliser les services d'IA managés de Microsoft parce qu'on aura plus de flexibilité sur la partie compute. Donc, même quand on parle pas d'IA, on pense aux gens qui font de l'IA. On est sympa côté infra. Voilà. Michel. Oui, et même si on n'utilise pas les services managés, on peut avoir de meilleures solutions pour les héberger Exactement. sans que ça nous coûte une fortune. De mon côté, j'ai aussi parlé du réseau, mais je vais parler du réseau plutôt côté utilisateur. Benoît a Mhm. parlé beaucoup d'accès par les services, d'interaction entre les services. La problématique qui est remontée et qu'on voit de plus en plus chez nos clients, c'est que nos réseaux deviennent de plus en plus complexes. On a souvent des clients qui sont des agrégations de sociétés qu'ils ont rachetées avec des réseaux incompatibles et on doit gérer les accès entre ces systèmes. Donc on trouve des solutions avec du VDI, mais c'est pas forcément parfait puisque ça fait quand même des relais à gérer. Et on se rend compte que plus l'entreprise grossit, plus les systèmes d'accès sont différents, plus c'est difficile de contrôler l'accès et on ne peut pas toujours laisser au réseau le rôle de gardien de la sécurité. On voit souvent dans les attaques, une fois qu'un PC ou un poste est infecté, si l'accès au réseau n'est pas surveillé de ce poste-là, les accès du poste ne sont pas verrouillés et donc on accède au système d'information. Ouais. Ce que Microsoft a mis en avant avec, via Intra, c'est la possibilité de faire du ZTNA, donc du Zero Trust Network Access, donc limiter l'accès vraiment au minimum et que l'accès dépende du moment, de l'endroit où est la personne et puis même de ce qu'elle fait. Et donc on a Ça fait un moment qu'on en parle de Zero Trust ouais, avec Microsoft et pas que ouais, Microsoft. Donc qu'est-ce qui oui. change finalement? Ce qui change, c'est qu'on va avoir des outils qui vont lier l'identité avec le réseau, Ah, que ce soit déjà de l'accès public avec intra-public access. On aura des agents sur les postes qui vont pouvoir analyser même en temps réel le risque de l'utilisateur en fonction des actions qu'il fait. Imaginons que l'utilisateur est en train de travailler et que d'un coup on se rend compte qu'il y a un téléchargement en masse de documents, ça peut remonter une alerte et lui couper des accès en temps réel en fonction de ce qu'il fait. Ces accès-là peuvent aussi filtrer et analyser les flux qui vont vers Internet pour bloquer des opérations en fonction de ses profils. Ils ont dans la démo qu'ils ont montré à Ignite, qui était vraiment très intéressante, ils avaient fait un profil engineering et ils avaient bloqué l'accès à des ressources où on pouvait uploader des documents, par exemple, pour éviter la fuite
de source. Donc, on peut créer des profils d'exposition Internet par personne et puis aussi en fonction de, de l'endroit où la personne a du conditional access. Donc ça, c'est la partie publique et ça va nous permettre aussi d'accéder, de façon sécurisée à nos applis qui sont déjà en SaaS. On a tous des outils dans l'entreprise qui ne sont pas hébergés dans le système d'information de l'entreprise, mais qui contiennent des accès et des données qui sont quand même confidentielles. Et on ne voudrait pas, par exemple, que ces données soient accessibles de n'importe quel pays, de n'importe quel Ouais. moment, en fonction de et pas de n'importe quel poste aussi. Donc c'est pas parce que je me log dans mon navigateur, sur un poste, dans un cybercafé que je vais pouvoir accéder à ça parce que ces outils-là vont pouvoir vérifier, ben, la compliance du poste, la présence de l'agent de connexion et mes risques moi en tant qu'utilisateur. Si mon niveau de risque est trop fort, il peut m'interdire l'accès, par exemple. Mais ça c'est pas nouveau. On avait déjà une partie Ouais. de ça avec Conditional Access et puis Identity Protection. Donc, Oui, qu'est-ce sauf qui que maintenant change on va pouvoir finalement? analyser on pourra mettre des agents sur les postes et analyser les flux. Voilà. Donc là, du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que avant c'était très côté serveur, si on Ouais, simplifie un petit peu. Là, maintenant, il y a un déportement, enfin, on déporte la ouais, sécurité avec un agent, exactement, un peu comme exactement. dans d'autres solutions, mais du coup, on a toujours la scalabilité de tout ce qui est Entra ID Oui, avec une version agent pour rajouter de la sécurité côté client et du coup avoir de l'identity aware proxy comme on voit souvent dans d'autres exactement. solutions. C'est lié aussi avec Defender for Endpoint, on peut analyser la compliance du poste et garantir que si le poste est compliant, on autorise l'accès au système d'information et sinon on bloque. Donc ça permet, via des conditional access, de protéger tout ça. On va pouvoir vraiment regarder l'état du poste, l'état de l'utilisateur et en déduire ce que la personne a fait. Et ça évite de créer des tuyaux qui sont ouverts tout le temps. On va Hmm. pouvoir ouvrir des tuyaux à la demande. Et donc ces tuyaux vers Internet, on va aussi les avoir côté privé. C'est-à-dire que via ce même agent, on va pouvoir créer des ponts via des applications ou des sous-réseaux du système d'information en fonction, pareil, de l'état du poste, des règles de conditional access qu'on va pouvoir donner. Et c'est le réseau Azure qui va faire le pont entre le poste de travail et son agent, donc une sorte de tunneling et des hosts qui vont être mis dans les réseaux. Ils ont sorti d'ailleurs des public previews, de systèmes, de compute à mettre dans les networks pour pouvoir faire ce tunnel et qui vont permettre de gérer la connexion de point à point entre le poste de travail et le service. Donc, on n'a plus besoin d'ouvrir en grand le réseau, créer des VPN. On va pouvoir décommissionner ces éléments-là et mettre seulement sur les postes de travail des agents qui vont passer par du tunneling et accéder au système d'information. C'est-à-dire que nous, on ne va plus être en exposition publique sur ces endpoints-là. On va directement être relié à Azure et c'est Azure qui va gérer l'interconnexion des éléments. Par contre, Michel, nous, développeurs ou Mm. les gens qui développent de l'infrastructure, Ouais. on utilise tous des dev conteneurs. Comment ça va se passer? Parce que On va c'est un pouvoir OS dans un OS. Oui, alors ils ont rajouté, la problématique qu'on avait dans les dev conteneurs et ces outils-là, c'était la gestion de la compliance de WSL, des fois à l'intérieur de Windows. Ils ont annoncé à Ignite que maintenant, on va pouvoir analyser la compliance de WSL dans Windows, ce qui fait qu'on va pouvoir, intégrer ces règles-là à l'intérieur du système. Et ce qu'il faut voir dans tous ces outils de connexion, c'est qu'on peut mettre des whitelists. Donc, les problématiques qu'on a avec ces outils de ZTNA, c'est comme tu dis, des fois on a des outils qui sont sur internet, comme, bah, des repositories de code, genre Terraform, des packages NuGet quand on fait du développement .NET ou d'autres types de langages. Ces outils-là, ils supportent très mal l'inspection SSL parce que, ils vérifient les certificats. Donc on a toujours la possibilité de mettre des whitelists qui vont permettre de dire: «Voilà, j'ai quand même des éléments de confiance qui vont permettre d'accéder à des endroits, que j'autorise et puis d'autres que je bloque». Même si, la plupart du temps, on essaye d'avoir des proxys, mais c'est pas toujours compatible, quelles que soient les technologies. Ouais, toujours un peu compliqué la proxification. Voilà. Et bah parfait. L'intérêt de l'agent local, c'est qu'il va permettre de faire le tri entre le trafic qui doit aller sur internet et le trafic qui va aller sur internet. Il va capturer le nom de domaine de la ressource qu'on va faire, en déduire le tunnel à créer, en déduire la règle de conditional access à mettre. Si on fait un SSH vers notre serveur qui est privé, même si on n'est pas relié en VPN, il va directement détecter la communication SSH, nous demander de l'authentification, par exemple avec, Authenticator et nous ouvrir la connexion de façon transparente. On n'a pas besoin de créer cette connexion VPN. On a une intégration avec des DNS privés qui est en public, qui est en preview actuellement, qui va permettre d'accéder à des ressources DNS privées de notre système d'information sans avoir à l'exposer. Donc, ça permet vraiment d'avoir une notion transparente de réseau sans avoir vraiment un réseau physique. Donc, on s'éloigne du modèle où on passe par des couches de transport pour communiquer, mais plutôt par des systèmes de communication point à point. Ok.
Vaste programme. Top. Ouais. Oui. Est-ce que tu avais d'autres trucs à nous raconter, Michel? Pareil, c'est une tendance qui va arriver, c'est que, avec ce mécanisme-là, on va commencer à rentrer l'identité de la personne dans le cycle de vie des applications, de nos ressources, et il va falloir tenir compte de cela quand on va, faire évoluer nos designs et intégrer l'identité et le parcours de vie de l'identité dans le système. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir, seulement créer une identité et lui donner des droits. On va avoir sûrement des mécanismes de conditional access ou d'élévation de privilèges, à intégrer et donner des droits à la demande. Donc, c'est quelque chose dans le futur qu'il va falloir tenir compte. Et si vous regardez les vidéos sur Intra dans Ignite, vous verrez, il y a 3 parties. Il y a la partie onboarding, offboarding qui est vraiment du pur IAM, qu'on regarde, que je ne vais pas trop parler. Et on a une partie gestion des droits et sécurisation des droits. C'est-à-dire que nos droits peuvent évoluer dans le temps, en fonction du moment, en fonction de ce que j'ai besoin. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir tenir compte. Pour l'instant, c'est vrai que dans tous les designs qu'on voit régulièrement, c'est que les droits sont assez figés. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte dans nos designs. Ok, très bien. D'accord. Eh ben, on a fait le tour. Donc, je vous propose de résumer un petit peu. Donc, du coup, nouveautés compute. Sans être des grandes nouveautés, c'est des nouveautés assez importantes parce qu'on augmente considérablement la flexibilité et les performances de nos systèmes de compute pour tout ce qui est hosting de nos applications. Donc, c'est extrêmement important d'avoir que ça continue à évoluer. Un truc assez intéressant, du coup, dont Benoît a parlé aussi, c'est cet aspect un peu multi-région de la version SCLC, puisque, comme vous le savez, moi, je suis un grand fan d'AKS et du coup, on a potentiellement du multi-région AKS en cible, donc ça devient intéressant. Côté réseau, une vision centralisée de la sécurité, tout en gardant une granularité de la sécurité, avec le premier point exposé par Benoît, dont j'ai oublié le nom. Benoît, tu nous rappelles le nom de ce service? C'est Network Security Perimeter. Voilà, Network Security Perimeter. Ensuite, côté plutôt end-user en mix entre l'identité et le réseau, les sujets dont tu as parlé, Michel. Michel, tu peux nous rappeler les noms de tes sujets? Alors, c'est le ZTN avec Intra Private et Public Access. Voilà. Donc, les 2 outils qui sont intégrés à Intra qui vont permettre d'accéder au réseau de ressources publiques et privées. Et après, pour tout ce qui est cycle de vie utilisateur, ça s'appelle Intra Suite. Et donc là, c'est un sous-ensemble de Intra. Donc, on a Intra Gouvernance en plus qui permet de gérer les workflows et d'autres outils qui vont permettre de gérer ça. On a Verified ID qui permet de créer des identités vérifiées par des sociétés externes. Donc, tous ces outils-là font partie de la suite Intra. Parfait. Et donc, ils Donc, sont nativement peut-être intégrés finalement à Azure. Donc voilà, il n'y a plus de frontières. Donc, du coup, une vision centralisée encore une fois autour d'Entra, puisque Entra, bon, on était déjà le Cloud IAM de Microsoft et donc était déjà central dans la sécurité, puisque Identity is the new security. Et là, on continue dans cette dynamique-là avec une vision d'une meilleure intégration, d'une distribution de la sécurité à la demande, qui vont faire évoluer considérablement nos patterns d'architecture dans le cloud. Fantastique. Et avec toutes ces nouveautés, on n'a plus qu'à se mettre au travail et rentrer un peu dans les détails. Comme ça, on pourra proposer de nouvelles solutions à nos chers clients. Et parfait. Je vous propose qu'on s'arrête là et puis qu'on se dise à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Merci messieurs.